Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier live organisé et présenté par EAM Europe Mobility à l'occasion de la Semaine européenne des compétences professionnelles. Aujourd'hui, pour ce premier live, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Comment valoriser les compétences métiers en France? Et pour cela, je suis accompagnée de plusieurs invités qui tenteront de vous apporter une réponse. Pour commencer, je vous propose donc de faire un tour de table, en commençant par vous, Monsieur Arthuis, ambassadeur français de l'événement. Bonjour, Monsieur Arthuis. Bonjour. Bonjour à tous et merci à nos invités qui ont accepté de prendre part à cette table ronde. C'est en ma qualité d'ambassadeur français désigné par la Commission européenne dans le cadre de cette semaine qui s'ouvre consacrée à la formation professionnelle. Et c'est pour moi un véritable honneur. Je pense que c'est peut-être la reconnaissance de mon engagement. Lorsque j'étais député européen entre 2014 et 2019, j'avais fait voter un projet pilote pour expérimenter la mobilité longue des apprentis en Europe. Et puis, c'est sans doute aussi donner du crédit à l'association que nous venons de créer, EuroApp Mobility, dont l'objet est de faciliter cette mobilité en levant tous les freins de tous ordres qui compliquent et qui entravent cette mobilité. Donc, nous allons pouvoir débattre des voies et moyens pour mettre véritablement l'apprentissage et la formation professionnelle au premier plan. Merci Jean Arthuis. Passons ensuite à Hugo Desnoyers. Bonjour Hugo. Bonjour à tous. Un grand merci de m'accueillir avec vous. Merci Monsieur Arthuis. Moi, c'est en qualité d'ancien apprenti, boucher, artisan, qui fait que je suis parmi vous aujourd'hui, tout simplement. Merci. Passons ensuite à José Fonseca. Bonjour José. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et heureux de partager avec vous ce qui est l'apprentissage, la mobilité à travers la compétition WorldSkills dans quelques instants. Merci. Bonjour Robin Gillet. Bonjour à tous. Donc Robin Gillet, j'étais anciennement apprenti. Compétiteur en équipe de France des métiers en 2013 dans la catégorie graphique et pré-presse. J'étais médaille d'excellence à Leipzig, expert métier depuis 2016 pour WorldSkills France et je suis aussi gérant de ma société de design graphique à Chambéry. Bonjour ensuite Olivier Gauvin. Bonjour et merci de m'inviter. Donc, je suis Olivier Gauvin, je suis délégué général de l'association WALT qui a pour ambition de promouvoir et valoriser l'alternance et de promouvoir et valoriser les métiers auprès des jeunes. Et ensuite, Sylvain Cherperel, bonjour. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Sylvain Cherperel de l'agence Erasmus Plus France Éducation Formation, donc l'agence qui promeut, gère et met en œuvre le programme Erasmus Plus en France sur le volet éducation, formation. Et moi, je suis chargé de développement sur le secteur de l'enseignement et la formation professionnelle. Très bien, merci à tous d'être présents. Nous allons donc rapidement passer à la première partie de ce webinaire. Nous allons répondre plus précisément à la question « Quels sont les moyens pour valoriser les compétences métiers ?» et de manière plus générale, l'apprentissage. Donc, chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux et nous y répondrons au cours de ce webinaire ou à la fin. Monsieur Jean Arthuis, en qualité d'ambassadeur, je vous laisse la parole. Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe met en avant la formation professionnelle. Et il faut s'en réjouir. La France, en ce qui la concerne, vient de se doter d'une nouvelle législation, choisir son avenir professionnel, qui va donner un nouveau souffle à l'apprentissage. Face aux défis que nous lance la mondialisation, des délocalisations d'activités qui se sont déchaînées à la fin du XXe siècle, dans les années 80-90, la révolution numérique, le digital, face aux crises multiples, crise sanitaire, crise économique, crise sociale, nous avons besoin de mobiliser tous nos talents. Ce qui me paraît évident, c'est que tout individu, tout jeune, a un talent spécifique, des dispositions naturelles que les voies classiques de l'enseignement ne permettent pas toujours de cultiver, ne facilitent pas toujours son épanouissement et nous devons prendre le temps de reconnaître les talents. Les talents sont un don universel de la nature, des talents qui sont ces dispositions naturelles dont chacun d'entre nous est doté
eh bien, partant de ces talents, il faut les identifier, apprécier leur singularité, les orienter, les confronter à la réalité par le métier et les enrichir par le savoir. Nous devons avancer dans cette voie résolument. L'apprentissage forge la compétence, on apprend par le métier. Et ce faisant, on renforce la confiance en soi-même. Eh bien, je veux remercier la Commission européenne d'avoir mis au premier plan, à l'occasion de cette European Vocational Skills Week, mise au premier plan l'urgence et l'importance de la formation et des compétences professionnelles. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la création d'EuroApp Mobility? Pardon? Oui, je vous disais, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'association EuroApp Mobility? Alors, l'association a été constituée, d'abord ses partenaires. Nous sommes installés au Conservatoire national des arts et métiers, qui nous accueille, conservatoire qui est partie prenante et parmi les fondateurs. Nous avons comme partenaires les Compagnons du Devoir, le réseau des chambres de commerce, des chambres de métiers et nombre d'institutions représentatives d'entreprises ou d'acteurs de la formation professionnelle. Nous sommes soutenus par le gouvernement puisque nous avons une convention de financement qui a été signée avec le ministère du Travail et c'est ainsi que nous fonctionnons. Donc ce que nous souhaitons, après avoir mesuré les bienfaits de la mobilité, et nous en parlerons parce que nous avons ici des grands témoins, nous avons aussi mesuré les obstacles et les freins à cette mobilité. Eh bien, nous voulons, par notre engagement, pas seulement en France, mais dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et c'est pour cela d'ailleurs que EuroApp Mobility va bientôt installer sous forme d'association internationale sans but lucratif une entité à Bruxelles, EuroApp Mobility EU, European Union. Donc, nous sommes mobilisés pour lever ces freins qui sont d'ordre juridique. Bien souvent, les législations sur le travail compliquent la mobilité des apprentis en Europe. Ces freins peuvent être financiers. Comment assurer l'indépendance financière des apprentis lorsqu'ils sont dans un autre pays que leur pays d'origine, d'ordre académique? Comment reconnaît-on les diplômes, comment reconnaît-on les acquis de la mobilité lorsque on délivre le diplôme? Les freins peuvent être également linguistiques, ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être enfin sanitaires, on le voit bien en ce moment, mais je ne doute pas que nous sortirons de cette période de restriction des mobilités du fait des confinements. Merci, monsieur Arthuis. Donc, nous voulons être un activateur de mobilité. Merci beaucoup, monsieur Arthuis. Et à ce sujet, il me semble que Robin Gillet, vous étiez un apprenti qui est vous-même parti en mobilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Comment avez-vous vécu votre expérience? Alors moi, comment j'ai vécu l'expérience, donc de mon côté, je suis parti à Londres via le programme Leonardo en 2012. Il faut savoir que je suis anciennement apprenti, donc j'ai fait 5 ans d'apprentissage à partir de mes 16 ans parce que c'était un métier qui me plaisait, donc le graphisme. Donc je suis arrivé à mon entretien avec un niveau d'anglais qui restait quasiment nul. Alors j'étais à l'école, hein, j'avais des cours d'anglais, mais pour le coup, pour une langue vivante, ça me parlait pas, quoi. Donc bref, je suis arrivé à Londres, j'ai fait mon entretien et mes forces, c'était mes compétences techniques. Ma faiblesse, c'était l'anglais. Et mon patron, du coup, m'a donné cette chance parce qu'il a considéré que je pourrais l'aider dans l'évolution de son entreprise. Donc voilà, j'y suis allé. Le deal, c'était je l'aide au niveau technique et lui, il m'aide au niveau anglais. Et du coup, super expérience. Il y a une découverte culturelle incroyable, une façon de travailler aussi. On est livré à soi-même parce que mine de rien, notre zone de confort, elle est cassée. Donc, comment est-ce que, donc c'est un apprentissage constant, quoi. C'est crever le soir en général parce que, c'est une langue différente, une culture différente, mais en soi, super expérience. Ouais. Eh bien, merci Robin. José Fonseca, Robin est également médaillé donc, pour la compétition WorldSkills. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu quelles sont vos actions pour valoriser les métiers et les compétences métiers? Oui, bien sûr. WorldSkills est une compétition qui a été créée dans les années 1950 par l'Espagne et qui avait pour objectif de valoriser les métiers manuels, bien évidemment, mais également celles et ceux qui pratiquent le choix de l'apprentissage.
la vocation, la raison d'être de WorldSkills, en l'occurrence de WorldSkills France, qui est l'entité française qui rassemble d'ailleurs 84 pays et dans 60 métiers, est de pouvoir mettre en avant les jeunes qui pratiquent ces métiers manuels et ainsi que les métiers en question. Très bien. Et j'imagine, Robin, que durant cette compétition, tes compétences métiers ont été grandement valorisées. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui, grandement valorisé sur divers points. Le premier point, c'est qu'en tant que candidat en équipe de France des métiers, on a accès à une équipe métier. Donc, savoir que dans chaque métier, il y a un expert métier qui est en charge de l'organisation, de constituer une équipe métier et de promouvoir le métier, mais aussi d'accompagner le jeune. Et donc, moi, j'ai eu cette chance en 2013 de faire partie de cette aventure. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est effectivement expert métier, donc constituer l'équipe métier. Cette équipe métier, elle est constituée de formateurs, de professionnels, d'étudiants, de retraités. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre toutes ces compétences et d'entourer le jeune. Donc, ça va au-delà, en fait, de l'aspect école. On va avoir qu'un seul et même profil. On va voir cette multitude de personnes qui vont nous permettre de progresser. Et en deux, on a l'occasion de partir à l'étranger. Donc, en tant que compétiteur, moi, j'étais parti, je crois, je me souviens bien, c'était en Allemagne, pour faire une compétition amicale. Et donc là, il y a une découverte de culture, encore une fois, par rapport à Londres. Il y a un réseau international qui se crée aussi via les compétitions amicales, mais aussi via la compétition internationale. Bref, ça ouvre l'esprit, quoi. Je crois que c'est l'une de mes expériences les plus, je sais pas si je pourrais dire valorisantes, mais en tout cas l'une des expériences où j'ai le plus progressé. C'est-à-dire que c'est 1 an d'entraînement, mais on gagne en compétences et en expérience. Je sais pas l'équivalent de combien d'années, mais en tout cas, quand on sort de là, on est vraiment grandi, quoi. Donc, Alice, vous confirmez, José? est-ce que je peux poser une question à Bien Robin sûr. et José? Bien sûr, je vous en prie, monsieur. Au fond, WorldSkills, c'est la confrontation des talents et des meilleurs de chacun des pays. Et est-ce qu'on ne peut pas tirer des enseignements également lorsqu'on proclame les résultats de ces confrontations? Est-ce que ce n'est pas une façon de se mesurer aux autres? Et de ce point de vue, est-ce que la France est à la hauteur, à votre avis? Est-ce que vous voyez des pays qui sont en train de progresser plus que d'autres? À l'heure de la mondialisation et de la compétition internationale, il est intéressant de savoir à quel niveau nous nous situons et quel est notre potentiel de compétitivité et d'efficacité. José, peut-être pour cette question, je pense. Et effectivement, président Arpi, vous avez raison, et je rajouterais même que c'est une confrontation des apprentissages, des parcours d'apprentissage, puisque l'une des conditions de participation à la compétition, c'est d'avoir moins de 23 ans l'année du concours. Donc les jeunes d'un pays à l'autre ont sensiblement le même âge, le même parcours, mais effectivement, c'est l'occasion pour nous de mesurer le système de formation qui est le nôtre à travers les organismes de formation, centres de formation, lycées, écoles, mais également la vie en entreprise à travers l'alternance. Un regard très inspiré, effectivement, des différents pays. Nous avons la chance et l'occasion de côtoyer à travers cette expérience de WorldSkills. Effectivement, il y a des approches de l'apprentissage qui sont très intéressantes, et également une approche de la mobilité dans certains d'entre eux qui permettent effectivement de parfaire l'expérience de ces jeunes apprentis. Donc effectivement, nous avons l'occasion, comme le citait Romain tout à l'heure, de pouvoir mettre en place des échanges, d'envoyer nos jeunes compétiteurs de l'équipe de France se former ailleurs, que nos experts qui sont pour la plupart formateurs ou professionnels donc accompagnent, ce qui permet de revenir avec là aussi des idées nouvelles à travers les différents parcours. Donc nous avons bien évidemment un pôle européen avec les pays germanophones qui ont une approche de l'apprentissage très, très proche de la nôtre. Nous avons ensuite pu constater à travers cette compétition des métiers l'approche des Asiatiques qui, elle, est très portée sur le descriptif et le règlement de la compétition, plus que l'approche de l'apprentissage dans leur pays. D'un pays à l'autre, c'est plus intéressant. Quand vient l'heure des WorldSkills au plan mondial, comment se fait-il que les médias ne consacrent pas plus d'importance à ces confrontations? Parce qu'elles sont riches d'enseignements pour nous permettre de savoir où nous en sommes et des progrès peut-être que nous avons à accomplir. Alors effectivement, on n'en parle jamais assez. Ça reste
une compétition et un parcours qui reste globalement méconnu, même si nous avons eu la chance ces dernières années de bénéficier d'une bonne couverture médiatique. Nous avons eu l'occasion de passer dans pas mal de grandes chaînes et de grands médias. J'espère que ce sera encore plus probant dans les années à venir. En tout cas, nous y travaillons pour, de manière à là aussi à faire Emmanuel et les gens qui les pratiquent. Excellent. Merci José pour ces éclairages. Passons peut-être à Olivier Gauvin qui peut nous présenter ce que Walt Association fait pour valoriser l'apprentissage et les métiers. Oui, bonjour. Donc, l'association Walt a été créée il y a 2 ans maintenant par 6 grands acteurs de l'alternance, qui sont les Compagnons du Devoir, les Maisons familiales et rurales, le groupe IGS, Thalys Business School, l'AFTRAL et l'agence Excellence Pro qui représente l'enseignement catholique privé. Et en fait, ils sont partis d'un constat, comment orienter et aider les jeunes à construire leurs projets en apprentissage. Notamment, parfois, ils refusaient des jeunes parce qu'ils s'étaient trompés de métier ou ils n'avaient pas les bonnes compétences au départ. Et donc, ils se sont dit, au lieu de travailler chacun de notre côté sur cet enjeu, on va s'associer et on va créer un outil qui va parler directement aux jeunes. Et donc, l'idée a été de dire, on va d'abord être sur les outils où ils sont. Ils sont souvent dit mobile first ou mobile only. Donc, on va créer un outil sur Messenger, un chatbot, pour pouvoir les aider à créer leur parcours, à s'orienter et donc à leur présenter les métiers. Et les présenter les métiers avec les médias qu'ils utilisent, c'est-à-dire la vidéo, des témoignages, et notamment qu'on puisse travailler entre pairs. Parce que Olivier Gauvin donne un conseil, il y a très peu d'intérêt, mais qu'un jeune qui suit une alternance, qui parle de son apprentissage, va certainement pouvoir orienter de plus en plus de jeunes vers ces métiers. Et donc, on a créé un chatbot et une plateforme qui s'appelle walt.community qui a les mêmes enjeux. L'idée, c'est vraiment de permettre à chacun, alors plutôt un public 16-30 ans, de pouvoir créer son parcours, de réfléchir au métier qu'il pourrait faire et surtout de lutter ou de s'affranchir des contraintes qui peuvent être géographiques, sociales. On sait souvent qu'on va faire de la formation parce qu'il y a l'organisme de formation qui est à côté de chez soi ou parce que ses parents font le même métier ou son environnement proche fait le même métier. On se rend compte qu'il y a un déficit en termes de connaissance des métiers. Et donc, c'est ça l'idée. C'est vraiment comment on va aider un jeune à s'orienter et pour lui parler, parce qu'on veut lui parler directement. L'objectif ou l'idée a été aussi de créer une mascotte qui s'appelle Walt, qui est un gros chat vert, si les gens le connaissent, et surtout qui navigue beaucoup sur les réseaux sociaux. L'idée étant de parler directement aux jeunes, donc d'utiliser les mêmes médias qu'il utilise. Donc aujourd'hui, nous allons de TikTok à Instagram en passant par YouTube et LinkedIn. Et on a depuis 1 an et demi développé une communauté, on va dire, d'un peu plus ou d'un peu moins de 50 000 utilisateurs et qui tous les mois se développe. Et l'idée, pour nous, c'est vraiment comment on aide quelqu'un, quel que soit son âge, quel que soit son statut, quelle que soit sa région, à créer son projet. Et donc, trouver l'offre de formation et aussi trouver les offres d'emploi, et notamment qui peuvent être à côté de chez soi. Souvent, on parle des grandes entreprises, mais les premiers acteurs en termes de recrutement, c'est comme Robin, qui en parlait tout à l'heure, c'est les TPE, PME, ce sont elles aussi qui recrutent beaucoup. Donc, comment on les met en visibilité pour qu'un jeune puisse trouver ses offres d'emploi. Donc, c'est ça l'ambition de Walt, c'est vraiment casser les images aussi qu'on peut avoir de l'alternance et de travailler sur les différents supports qui peuvent exister, d'où un partenariat qu'on a fait aussi il y a quelques semaines avec le guide du routard, puisqu'on a relancé le guide du routard de l'alternant pour mettre en visibilité l'alternance et aussi mettre en visibilité l'offre de formation région par région. Très bien. Et vous allez pouvoir nous aider pour activer la mobilité à l'intérieur de l'Union européenne et quelquefois au-delà. Mais tout à fait, on parle souvent de mobilité. Alors nous, quand on parlait de mobilité au préalable, c'était la mobilité, des fois qui peut être une contrainte, c'est de 25 km autour de chez soi. On sait que l'aire de mobilité d'un individu, c'est ça. Mais l'alternance et l'apprentissage, c'est aussi la mobilité européenne. C'est aussi dire à quelqu'un, si tu t'inscris dans l'apprentissage ou dans l'alternance, tu vas pouvoir aussi faire les mêmes parcours que d'autres personnes. Et les WorkSkills en sont un bon témoin. C'est pour ça que nous, on travaille aussi avec eux, parce que je pense que c'est vraiment, entre guillemets, l'équipe de France. Et donc, c'est comment, en voyant des gens qui performent dans un métier, on va pouvoir amener d'autres personnes vers ces métiers-là. Et aussi, c'est aider les jeunes qui veulent s'engager dans
dans la mobilité européenne, se dire que l'apprentissage peut être aussi une solution. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'apprentissage ou de l'alternance qu'on se coupe des autres dispositifs de mobilité. Merci Olivier. Sylvain Scherperel, peut-être une petite réaction sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder. Je pense que l'agence Erasmus facilite grandement pas mal d'aspects. Oui, tout à fait. Alors, la mobilité des apprentis, des stagiaires de la formation professionnelle est bien sûr réalisable à travers des financements Erasmus+, depuis de nombreuses années, depuis 1995. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, le programme Erasmus+, en France, finance la mobilité de 100 000 personnes par an, donc dans une entreprise, une association, des universités européennes. Et parmi ces 100 000 personnes, 30 000 sont des apprenants ou des personnels de l'enseignement et de la formation professionnelle, dont des apprentis. Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Jean Arthuis. Effectivement, l'apprentissage est un formidable levier pour développer son employabilité, et la mobilité de ces jeunes leur permet également de développer ses compétences métiers, ses compétences linguistiques, et puis aussi tout un tas de compétences transversales qui leur servira tout au long de leur carrière professionnelle. Les bienfaits de la mobilité, Jean Arthuis l'a rappelé, ont été mesurés par l'agence Erasmus+, et puis par d'autres organisations. Ils sont tout à fait importants, une propension supérieure à la poursuite d'études, une meilleure insertion sur le marché du travail. Et puis, c'est peut-être ça finalement le cœur, et c'est ce qui est important de souligner, c'est un déclencheur de motivation, c'est une vraie révolution dans ces parcours de jeunes. Donc Robin Gillet l'a bien rappelé tout à l'heure, en vous écoutant, Robin, on a bien compris que cette année, ces 8 mois à Londres avaient été une période charnière, décisive aussi dans votre parcours. Alors, effectivement, actuellement, les mobilités européennes sont pour la plupart à l'arrêt, vous le savez, en raison de la crise sanitaire. Il n'empêche que le programme Erasmus continue, et nous sommes à une période charnière entre le programme 2014-2020 et un nouveau programme à partir de l'année prochaine, 2021-2027, qui devrait voir des financements considérablement augmentés. Alors, on parle d'un doublement du budget, à voir si on va arriver à ce doublement, mais en tout cas, l'objectif est un objectif de faire partir 3 fois plus d'individus se former à l'étranger. Donc, sur le volet de l'enseignement et de la formation professionnelle, le programme Erasmus+ finance la mobilité, donc de 2 semaines à 1 an, pour faire un stage dans l'un des 34 pays participants au programme Erasmus+ en Europe. Et demain, peut-être j'en dirai un mot un petit peu plus long tout à l'heure, les apprenants et les personnels de l'enseignement et de la formation professionnelle pourraient également partir se former hors Europe, donc une ouverture à l'international des mobilités de l'enseignement et de la formation professionnelle. Très bien. Merci Sylvain Scherperel. Voilà qui va nous présenter la deuxième partie de ce live. Quels sont les axes d'amélioration pour valoriser toujours plus les compétences métiers et les métiers? N'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux, toujours, les chers internautes, nous sommes là pour vous répondre. Et je laisse la parole à monsieur Jean Arthuis pour présenter ce sujet. Nous venons, nous, Français, d'assez loin. Dans les années 50, 60, le regard que la société française portait sur l'apprentissage était un peu compassionnel. Ah, mon fils, ma fille, si tu ne fais pas de bonnes études en enseignement général, on te mettra en apprentissage. Et on est resté un peu marqué par cela. Si nous souhaitons promouvoir la mobilité, si nous souhaitons coupler apprentissage et ouverture internationale, c'est aussi pour aider à changer le regard que la société française porte sur l'apprentissage. Proclamer qu'un apprenti doit lui aussi parler une autre langue que la langue maternelle, sans doute l'anglais, et qu'il a accès, comme les étudiants d'enseignement supérieur, qu'il a accès aux bourses Erasmus, c'est peut-être une façon de changer le regard et de donner à l'apprentissage la place qu'il doit avoir dans la formation professionnelle et dans l'éducation. Et de ce point de vue, Hugo Desnoyers pourrait nous apporter son propre témoignage, car l'enfant mayennais qu'il était a dû, je crois, mais il va nous le dire, a dû vraiment faire preuve de beaucoup de détermination pour entrer en apprentissage parce qu'il était un très bon élève.
Voulez-vous donner la parole à Hugo Desnoyers, Alice? Oui, bien sûr. Monsieur Desnoyers, on vous écoute. Merci, oui, merci pour la question. Bah oui, monsieur Arthuis, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. Moi, au collège, j'étais dans les 3 premiers toujours de ma classe. Arrivé en seconde, il y avait beaucoup de travail à faire en plus en rentrant à la maison, c'était pas pour moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a, par ses relations, m'a ouvert des portes qui étaient plus faciles qu'aujourd'hui au niveau des paperasseries et compagnie. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, tiens, tu vas chez mon garagiste. Ça a duré 1h30. Et puis, fil en aiguille, je me suis retrouvé boucher. Et ça fait 33 ans que le rêve s'effectue encore. C'est une chance de la vie. Vous l'exprimiez tout à l'heure. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que non seulement j'ai eu un métier en main, mais ça m'a certainement fait devenir un homme. Car vraiment, les relations que j'ai eues dans ce domaine-là ont été tellement fortes que l'apprentissage, ce n'est pas seulement un métier à apprendre, c'est également de se réaliser soi-même. Le programme que vous mettez en place, moi, je le trouve formidable. C'est vrai que moi, il y a 33 ans, j'aurais vraiment souhaité, aimer avoir ça en plus en main. Et bah, justement, oui, pouvoir voyager, notamment en Europe, voire un peu plus loin maintenant, pour apprendre, pour échanger, pour la langue, pour beaucoup de choses, ce qui me sert beaucoup aujourd'hui. Moi, je l'ai vécu après, mais par mon travail et ma formation personnelle d'artisan et d'entrepreneur derrière. Mais c'est vrai qu'on est apprenti, c'est une vraie source de motivation. Malheureusement, au collège, je ne vais pas taper fort sur la table, mais tout ce qui est professeur et conseiller d'orientation, tout ce qui touchait à l'apprentissage, on était vraiment les derniers roues du carrosse. Quand on était pris pour voilà. C'est ça qui est très choquant quand même. C'est dommage parce que ce qu'il faut comprendre… Vous étiez bon élève, vous avez dû vous battre pour devenir apprenti. Oui, bon, après, c'est vrai qu'aussi une situation familiale où, je crois que de mémoire, le moins bon de mes cousins qui a réussi à l'école doit être agrégé de maths. Donc, j'étais dans une famille aussi un peu aisée au niveau études. Ça faisait un petit choc à la maison également. Enfin, c'est comme ça. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est que cette place d'apprenti et d'apprentissage, quel que soit le domaine et le métier que l'on fait, alors qu'on voit bien toutes ces personnes, ces grandes personnes qui sont mondialement reconnues, nos grands chefs de cuisine, nos grands pâtissiers, nos grands charcutiers, nos grands bouchers, c'est qu'en France, on a cette chance-là, de par notre terroir, notre éducation, enfin notre façon d'être et de vivre et avec des produits d'exception, qui fait qu'on est sans doute dans les meilleurs, peut-être le meilleur pays au monde, donc tous ces cœurs de métier, et ça fait une force vive de pouvoir apprendre chez les plus grands. Bon, je n'ai pas eu la chance, je répète, d'aller en Europe comme vous le mettez en place, mais moi, à l'époque, j'étais de la Mayenne, et tout de suite, je suis parti dans les grandes maisons à Paris. Et c'est aussi ce fait de voyager, de partir jeune, à 18 ans, à Paris, dans les grandes maisons, qui fait que vous prenez de l'expérience. Et oui, malheureusement, à l'éducation nationale, c'est très mal vu. Et c'est bien dommage. Ça change, ça change, ça change. Ouais. Vous avez des apprentis? Pardon? Avez-vous des apprentis? Oui, j'en ai eu beaucoup. Un peu moins depuis 2-3 ans. Et malheureusement, je vais vous le dire en toute honnêteté, en toute franchise devant vous tous, c'est que le problème n'a pas été les apprentis, le problème a été les parents d'apprentis. Et j'ai eu des gros soucis avec ça. Que les gens ne comprennent pas. Excusez-moi, je vais juste finir. Je vais juste finir, monsieur Arthuis, c'est que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, surtout les parents, que comment je pourrais dire ça? C'est pas aux parents de venir voir l'artisan en question qui emploie votre enfant parce que le gamin fait 5 ou 6 heures de plus dans la semaine et vous vous embêtez avec ça. C'est que le gamin, s'il fait les 5 ou 6 heures dans la semaine de plus, c'est qu'il apprend bien plus que les autres. Les freins psychologiques et les freins familiaux peuvent être très importants. Mais juste une question, est-ce que vous seriez disposé à permettre à un de vos apprentis de partir en mobilité pendant 6 mois, mais bien sûr. À charge pour vous d'accueillir un apprenti qui viendrait d'Italie ou d'Espagne? J'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup, pas d'apprentis, mais de personnes déjà ouvriers de l'étranger. Et ce que nous voudrions justement, avec l'aide de Walt, c'est de faciliter cette concomitance entre les apprentis qui partent dans un autre pays et ceux qui viendraient chez nous, chez telle ou telle entreprise artisanale ou industrielle. Et ce que je tiens à rajouter, c'est que… Les métiers de bouche. Ce que je tiens à rajouter, c'est que toutes les personnes étrangères qui viennent travailler chez moi, soit en stage, soit
pour améliorer leur formation. C'est beaucoup de Japonais, Américains, et c'est des gens qui sont super motivés et qui bossent vraiment et qui veulent grandir. Et c'est formidable de travailler justement avec des gens qui sont motivés. C'est juste, déjà, la motivation, c'est pas mal. Mais la motivation est d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur les dispositions naturelles de l'individu, sur son talent, qui n'est pas forcément d'être le meilleur dans l'enseignement général. Bien sûr que non. Mais dans quel que soit le domaine de l'entreprise ou la taille de l'entreprise, tous les matins quand on se lève pour aller bosser, si on vient avec de la bonne motivation et de la bonne volonté, quel que soit le domaine, on réussit. Alice, on vous rend le micro. Merci, Monsieur Arthuis. Je vais donner la parole à José Fonseca, qui aura certainement beaucoup de choses à nous dire aussi sur parfois les problèmes rencontrés pour la valorisation des métiers au sein de WorldSkills. Quels sont, selon vous, les axes d'amélioration, José, qui peuvent être mis en place pour valoriser davantage? Alors, je reste intimement convaincu, comme chacun l'a rappelé il y a quelques minutes, qu'on a tous un rôle à jouer dans notre discours, dans nos actions, pour favoriser ces expériences, qu'elles soient donc d'apprentissage, qu'elles soient de mobilité. Hugo l'a précisé il y a quelques minutes, c'est souvent la rencontre entre deux personnes, un jeune qui rencontre une personne qui va l'inspirer, qui va lui donner envie d'apprendre un métier, qui va lui donner envie de s'inscrire à un concours, qui va lui donner envie de voyager. Et à partir du moment où la personne ou le jeune a un pied dedans et qu'il se rend compte que finalement, il est très simple de voyager, qu'il est très simple d'apprendre un métier, il va lui faire le reste du chemin. Mais je reste vraiment intimement convaincu que pour valoriser ces métiers, valoriser ces expériences, il faut faire de bonnes rencontres et il faut que, bien sûr, que les discours soient beaucoup plus positifs. Président Arthuis, vous l'avez rappelé, qu'on soit tous acteurs dans ce développement, mais il faut effectivement qu'on favorise ces expériences-là. J'en reste convaincu. Très bien. Merci Olivier Gauvin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie d'amélioration? En fait, je vais reprendre tout ce qui se dit, mais on voit bien que ce sont des rencontres. On voit bien aussi que les parents sont des acteurs importants. L'environnement familial, si Hugo dit mon père m'a aidé, il a eu la chance d'avoir son père. Alors, on ne va pas déflorer, mais moi aussi, je suis mayennais. On est en force. Et moi, c'est plutôt l'inverse. C'est comment fait-on pour, quand vous avez fait des études supérieures, aussi pour trouver la formation, l'orientation. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie question sur la connaissance des métiers, sur l'orientation, sur la connaissance de l'offre de formation. Et c'est vrai qu'il vaut mieux se lever le matin et vivre une passion et avoir envie d'aller travailler tous les matins. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a une méconnaissance des métiers. Nous, on a un acteur dans nos membres fondateurs qui s'appelle l'Aftral, qui est leader en France du transport à la logistique. Et quand on dit transport à la logistique, souvent un jeune, il va dire chauffeur routier, alors qu'il y a plein de métiers dans le transport à la logistique. C'est la même chose dans tous les métiers. Comment, par exemple, on rencontre nous, des fois des fédérations ou des acteurs qui cherchent des jeunes. Les fleuristes, à l'époque, cherchaient aussi. C'était avant le Covid. Mais ces métiers-là aussi sont en recherche de personnes qui vont essayer de s'épanouir via l'apprentissage dans ces métiers-là. Et donc, c'est comment on donne aujourd'hui le moyen à chacun de pouvoir mieux connaître les métiers, aussi de rechercher par lui-même, et puis après d'aller voir un acteur, parce que je pense que tous les jeunes qui veulent être bouchers, s'ils vont voir Hugo, ils vont vouloir le faire. S'ils rencontrent un compétiteur des WorldSkills, ça va encore plus leur donner l'envie. Et si en plus dans leur apprentissage, on leur dit tu as la possibilité d'aller confronter ton expérience en Europe, pourquoi ils ne le feraient pas? Donc voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que un des enjeux, c'est qu'on s'allie tous. C'est ce que disait José. On est tous des acteurs et comment on arrive tous à travailler ensemble pour que la personne, quelle qu'elle soit, en fonction de celui qu'elle va interroger, ait une solution. C'est souvent ça la difficulté, c'est qu'on est souvent tous les deux pour nous, en fait, de travailler sur ces réseaux sociaux pour aller chercher le jeune là où il est et pas attendre qu'il vienne à nous également. C'est comment on va lui donner les éléments pour en gros, semer la petite graine qui va lui donner envie d'aller plus loin et après le renvoyer vers un acteur du terrain qui va l'aider à construire son projet. Si je peux me permettre, après, ce qui serait important et intéressant également dans ce que j'écoute, et je trouve ça très bien, mais moi, en tant que chef d'entreprise et artisan boucher, je suis énormément confronté à tout ce qui est l'administration. Je ne suis pas en train de vouloir taper sur l'administration, mais
un jeune comme moi au départ, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand j'ai commencé à chercher ma voie, à la limite, grâce à mon père et ses relations, je pouvais aller dans un restaurant, chez un garagiste, chez son boucher. Aujourd'hui, ça devient très, très, très compliqué pour ne serait-ce qu'une semaine de stage un gamin chez nous, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que s'ils avaient la possibilité de plus facilement de rentrer dans l'entreprise une semaine sans avoir ci ou ça à remplir comme papier, parce qu'il y a quand même, je vous en promets, il faut vraiment protéger absolument. Simplification. Oh là là, monsieur Arthuis, c'est très. Mais je vous ai entendu dire un jour, que ce qui vous semblait insupportable, c'est que lorsque un apprenti quittait son travail un quart d'heure plus tard que l'heure prévue, les parents déboulaient pour vous demander des comptes et manifester leur mécontentement, quoi. Donc, on voit que c'est culturel chez nous, qu'il va falloir qu'on fasse bouger ces lignes. Moi, j'ai l'impression qu'on voit surtout que la société a beaucoup changé. Et que les valeurs de travail, justement, voilà, c'en est même inquiétant, même pour des gens comme moi. Et très franchement, le travail reste une valeur fondamentale. Eh oui. Et ça fait grandir. Si on veut sortir de nos difficultés, ça ne sera pas en croisant les bras. Non, mais en plus, dans ce domaine d'apprentissage, boulangerie, pâtisserie, cuisine, cuisine, les pauvres en ce moment, c'est très difficile, mais boucher, charcutier, c'est vrai qu'on a la chance en France d'être un des meilleurs pays de formation et avoir des artisans d'exception. Donc, ça serait bien, oui, c'est un vivier de sources comment je pourrais dire, on a quand même perdu l'industrie chez nous. Aujourd'hui, c'est des petites et moyennes entreprises. C'est un vrai. On va essayer de la récupérer quand même, l'industrie. C'était une grosse erreur qui a été commise à l'époque. Peut-être qu'on peut demander une petite réaction donc à Robin Gillet, qui était apprenti il n'y a pas si longtemps, sur tous ces sujets. Robin, est-ce que vous avez une impression à nous transmettre? Alors moi, ça me parle totalement de tout ce que j'entends. En tout cas, l'aspect conseiller d'orientation au collège Alors moi aussi, j'ai toujours eu des facilités à l'école. Bon, tant mieux pour moi, hein, mais j'ai jamais été un gros bosseur. En tout cas, aller voir des bouquins, étudier les maths, etc. C'était pas tellement mon truc. Moi, mon truc, c'était être sur mon ordinateur, faire des photomontages, dessiner un peu, etc. Et donc, c'est vrai que la conseillère d'orientation était plus dans l'idée, non, tu peux aller en général, quoi. Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller t'embêter dans un BEP, quoi. Alors, sauf que moi, je me dis, non, je vais pas m'embêter, en fait, je vais plutôt m'éclater. Donc, il y avait plus cet aspect-là. Donc, bref, j'ai fait mon apprentissage. J'ai eu une grande chance, c'est que j'ai eu 2 maîtres d'apprentissage qui étaient vraiment incroyables. Pour le coup, des personnes qui ont pris beaucoup de temps pour moi. Mes parents n'allaient pas à l'entreprise quand je faisais un quart d'heure de plus, donc c'est cool aussi. Et pour moi, j'étais bosseur du coup dans ce que je faisais, dans ce que j'aimais. Du coup, je me suis très vite mis en freelance aussi dès que j'ai eu 18 ans. Et donc, ça m'a fait progresser. Et là, en fait, les WorkSkills, c'était la suite logique des choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans les WorkSkills, on se dit souvent, ouais, c'est des personnes qui sont élitistes, qui ont un vrai talent. Moi, je pense plutôt que c'est des gens qui sont hyper passionnés. Et du fait qu'ils ont commencé très tôt parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient, parce qu'ils ont eu la chance d'eux, en fait, ça devient des personnes qui vont inspirer les jeunes. Parce que l'idée principale aussi de WorkSkills, c'est d'être une vitrine des métiers, quoi, que les jeunes parlent aux jeunes. Et très souvent, quand en équipe de France des métiers ou même avant, lors des finales nationales, on a accès à des jeunes qui sont tous aussi passionnés que nous. Donc, on crée un réseau et en fait, ça nous fait aimer de plus en plus le métier, quoi. Donc, ouais. Après, un message à dire, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire améliorer les choses. En tout cas, on le fait à notre niveau, mais… Et les WorkSkills avaient été créés dans les années après la Seconde Guerre mondiale, précisément pour populariser les métiers. Ouais, tout à fait. C'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, au plan géopolitique mondial, on voit bien que la Chine, par exemple, veut être, dans les années qui viennent, la première puissance économique et militaire mondiale. Ouais, et est-ce que dans les WorkSkills, on a constaté une percée des meilleurs apprentis chinois par rapport aux autres apprentis des différents pays?
Alors, je vais parler de mon métier. Je pense que José, après, parlera d'entièreté. Dans mon métier, très clairement, alors, du coup, je suis la compétition internationale, vu qu'aujourd'hui, je suis aussi coach du candidat en équipe de France. Et la Chine, Taïwan restent désormais très souvent sur le podium, alors qu'il y a quelques années, ils n'étaient pas du tout présents. Je pense à la Russie aussi, qui monte en niveau. Et je pense qu'en France, on n'a pas à rougir de toute façon, parce qu'on a un organisme qui évolue dans le bon sens, et donc notre niveau cesse d'augmenter aussi. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie... Enfin, José, je pense que tu le confirmeras, mais je sens qu'il y a des pays, effectivement, qui montent en puissance. La Chine, en effet, a percé dans la compétition. Elle a d'ailleurs fini à la première place lors de la compétition de Kazan en 2019. Alors, est-ce que c'est grâce à son dispositif d'apprentissage ou à son offre de formation? Je ne pense pas entièrement. Je pense qu'ils se sont vraiment approprié la compétition dans le pays. Ils préparent les jeunes en conséquence, vraiment en fonction du descriptif. Ils sont très, très bons pour répondre à cette demande instantanée. Est-ce que cette préparation fera de ces jeunes Chinois des bons professionnels derrière? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais par contre, effectivement, ils se sont vraiment appropriés, à l'image des Russes que citait Robin, qui sont dans la compétition depuis très peu d'années, un peu moins de 10 ans. Donc, du coup, ils sont arrivés à s'approprier cette compétition à travers l'analyse des descriptifs et la préparation des jeunes en conséquence. Alors que nous, en France, bien évidemment, on a une approche à travers les descriptifs qui est très poussée, mais on s'appuie énormément sur des parcours de formation et sur le travail en entreprise. Grand rendez-vous 2023 à Lyon. Alors, du coup, 2024, Président, puisque Covid faisant, les compétitions étaient repoussées d'une année. C'est officiel depuis un peu moins d'une semaine. Donc, ce sera Shanghai 2022 et Lyon 2024. Nous aurons l'occasion, effectivement, d'accueillir cette belle compétition avec plus de 1500 compétiteurs issus de 84 pays dans 60 métiers. Grand rendez-vous. Merci José. Monsieur Arthuis, peut-être que vous pouvez conclure cette partie et notre live aujourd'hui par quelques mots positifs sur l'avenir. Bien, moi, je voudrais vous dire ma confiance et mon optimisme. Parce que je crois qu'il se passe aujourd'hui quelque chose de fondamental, qui est une petite révolution copernicienne. C'est qu'on est en train de reconnaître les vertus de la formation par le métier en entreprise. On sort de cette pensée générale qui reléguait la formation professionnelle et l'apprentissage comme une certaine forme d'incapacité à faire autre chose. Eh bien, ces mauvaises orientations prises par notre société globalement sont en train de changer. Et tous les messages que j'ai entendus aujourd'hui me paraissent extrêmement positifs et ne peuvent que nous encourager à avancer dans cette voie. Il y a de très multiples initiatives qui sont prises ici et là. Et tout à l'heure, Olivier Gauvin en parlait. Je crois qu'il est très important aussi de permettre aux acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage, aux acteurs que sont à la fois les entreprises, les familles, les jeunes, les centres de formation, de constituer une véritable communauté des acteurs de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et ayant constitué cette communauté au plan national, ayons la force et l'enthousiasme pour créer une communauté des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage au plan européen. Et donnons-nous comme objectif, comme nos chefs d'État et de gouvernement étaient convenus d'un espace européen d'enseignement supérieur, de promouvoir, de créer, d'instituer un espace européen de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Je veux remercier nos invités d'aujourd'hui pour leur présence autour de cette table à distance, mais qui nous a permis, je crois, d'échanger sur un sujet qui conditionne notre avenir et qui est certainement l'un des plus beaux investissements qu'une société puisse accomplir. Former les jeunes, leur donner confiance en eux-mêmes, leur permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et de construire cet avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à vous, Alice. Merci à vous. Pour l'animation du débat.
Merci et merci aux internautes de nous avoir suivis. Vous retrouverez évidemment cette émission en replay sur les réseaux sociaux très prochainement. Merci à tous, bon après-midi et bonne semaine européenne des compétences professionnelles. Merci.